test. Vas-y, parlez dans les micros. Test. Parle dans le micro. Et on est bon. Bonsoir à tous. To the Sex Machina Monkey. Bonsoir le chat. Toto14, bonsoir à toi. Salut Macam. Salut Westitch. Salut Blue Kiwi Cookie. Salut Lucas Drew. Salut Sri Lumpa. Et salut Baby Lucky. Merci d'être avec nous ce soir pour vous parler encore de cinéma, de vrai cinéma. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un film qui, disons, nous fait regretter des fois de faire cette émission. Là, on va partir. Là, on va partir sur une petite enchaînement de films douloureux. Les origines. Voilà, parce que là, on a la planète des singes cette semaine et la semaine prochaine, on attaque Gods of Egypt. D'ailleurs, ce sera lundi en live et on sera avec Marvin et Stéphane Boulet pour l'occasion. Alors, j'ai annoncé Stéphane Boulet, mais comme d'habitude, je dénonce Stéphane Boulet, il va pas venir. Voilà, non mais c'est ça le problème. Faussement mystère. Ah ouais. Salut Ou Château François Père. normalement. Oui, voilà, le plan c'est François Co. Voilà, si c'est sa merde, Marvin appelle François. C'est ça en fait le délire. Voilà, donc là on passe sur sur un enchaînement. Si vous voulez d'ailleurs, j'enchaîne le programme, mais en gros là, si je reprends le truc. Il y a une hype pour Gods of Egypt dans le chat. Ah ouais, non mais vous êtes terrible, hein. Franchement vous êtes terrible. Ah, on est dans le concept pur de l'émission là, vraiment. Donc oui, ça hype. Ah ouais, attendez, parce que oui, après il y a Mad Max 3 la semaine d'après, Mad Max 3. On a le petit plaisir Marie-Antoinette de Sofia Coppola et Bad Boys 3. Bad Boys 3 à la fin du mois de mai. Comme la braise. Donc là, ça va être terrible. Ce mois-ci, j'ai pas envie. Hein. Ouais, Bad Boys 3, vous l'avez jamais vu Bad Boys 3 Moi non. Si, mais moi j'ai des problèmes avec Bad Boys en vrai. Ouais, je sais, parce que toi t'avais cette culture-là. Bah oui, forcément. Voilà, donc bon voilà. Moi, bizarre, je préfère le premier au deuxième en plus, donc je sais pas vraiment le 3 quoi. Ah ouais, le premier est trop sage, je trouve, tu vois, par rapport aux deux. Ah, le premier est très bien, non. Ouais, le 2 c'est ce qu'on voulait, mais qu'on voulait pas le faire. Le mieux c'est le premier vraiment, et sans faire le connard en mode les premiers c'est toujours le mieux. Non, justement, il y a encore cette limite mesure. Oui, ça c'est en fait c'est deux salles de ambiance, c'est un peu Fast and Furious et Fast and Furious 5 le premier et le 2 en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais, franchement, il y a eu un gap, tu vois. C'est ça. L'acceptation totale. Après, moi le problème de Bad Boys, tu vois le premier, c'est que j'ai vu Bad Boys 2 avant. Et du coup, quand je suis retourné sur le premier, j'ai fait ça, tout de suite, il y avait moins de. Ouais, du coup, dans cet ordre-là, ça marche tout moins bien. Ouais. Et moi, j'ai un souvenir, un cher souvenir d'avoir maté le premier Bad Boys dans le bus en allant au parc Astérix à l'époque. Quand j'étais en primaire, tu vois. Donc, ils diffusaient Bad Boys dans le bus en primaire. Ça n'arriverait plus aujourd'hui, messieurs. Ah non. Mais très très bonne expérience. Très bonne expérience. Moi c'était un truc qui était assez fou. C'était on était on était une classe de collégiens et ils nous avaient diffusé Bandidas avec Penelope Cruz et Salma Hayek. Ah tu sais il y avait les mecs qui étaient en rue, certains, c'était terrible. Mais non, le film était là pour ça. Hein. Bah oui, c'était une prod Besson pour ça, tu vois. Donc les souvenirs, n'hésitez pas à mettre d'ailleurs vos meilleurs films de bus. Voilà, que vous avez regardé dans le bus, n'hésitez pas. Et vous aviez de la chance, hein, parce que moi j'avais toujours la même compagnie pour aller au même endroit, machin et tout, et c'était toujours la boom de 1 à 3. Voilà, ouais, dur. Ouais. Donc je vous envie grave, surtout avec Bad Boys, je vous envie grave. Ah, mais tu sais qu'en revenant par rapport à l'émission de la semaine dernière, j'ai eu une ex qui avait eu Drive dans le car. C'est toujours mieux que Only God Forgives, mais arrêtez avec ce meilleur film de karaoké. Non, mais la vraie question, c'est qui choisit les films dans le bus? Parce qu'il y a un moment, quand c'est ça, tu te dis que c'est pas tes profs, ils sont conscients de l'effet que ça va avoir, en fait, je veux dire, c'est bien ou mal, tu vois. Et je pense qu'à l'époque, moi, c'est quelqu'un qui avait amené une VHS et qui avait proposé, voilà quoi. Ah, peut-être, hein. Ah ouais, putain. Moi, j'avais des profs, on avait tenté en 3ème, on avait un prof tous les vendredis, en cours d'histoire, on faisait film. Et on avait proposé pendant plusieurs années Basic Instinct en espérant qu'ils comprennent pas, et c'est jamais passé, tu vois. C'est pas si con que ça. Le film est un peu connu quand même. Oui, ouais, après on était un peu con. J'ai habité à cette époque-là, j'habitais à Font-Romeu, au lycée de Font-Romeu. Alors s'il y a des Romeu-Fontains dans le coin, j'avais de la vie, mais dans l'idée, salut. Mais je me suis dit, en vrai, ils sont loin. Moi, je viens de la ville. Peut-être qu'ils connaissent pas, tu vois. Ouais, regarde-moi ce mépris des paysans. Le mépris de classe. Ouais, salaud. Ouais. Ah non, des gens extraordinaires. J'ai passé les meilleures années de ma vie et je me finirai vraiment. Attends, il faut juste. Vas-y, continue, vas-y, je t'en prie. Ah, moi je disais, le jour où il y a de la fibre partout comme il faut dans les Pyrénées, c'est bon, j'y retourne.
Et ouais, je vis franchement, je me cale dans la forêt, dans un chalet, là. Mon chien, ma femme, mes chats. C'est parfait, tu vois. Tu fais de la musique, machin. Tu fais venir les potes, tu te fais livrer la bouffe. Une grosse connexion en fibre. Et puis basta, nique sa mère, tu vois. T'auras un Acceptons copain, l'espèce de capitalisme d'hippie. t'auras un copain qui te rejoindra dans la forêt, c'est Will Stitch. Où il dit Karim, dans mes bras, je suis de la même région. Wesh. Attends, Improbabilité puissance 1000, je sais pas prêt. Les Après, anges gardiens dans ah ouais, le bus, les anges gardiens dans le bus. Putain, Taxi 2 aussi. la lourdeur. Garfield. Putain, c'est Ça chaud. aussi. Voilà. Des hommes d'honneur, intéressant en effet. Étrange, en effet. Ouais. Mais bon film au moins, j'aime bien. Bon, écoutez, on va pouvoir commencer l'émission si vous êtes prêts. Bien Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de la sortie en salle du premier film de la nouvelle trilogie de la planète des singes intitulé Le Nouveau Royaume, on en profite pour revenir sur le légendaire film de 2001 réalisé par Tim Burton qui a l'air d'avoir passé un sacré bon moment à le faire puisque selon ses mots, je préférais me jeter par la fenêtre plutôt que de m'imaginer de faire une suite. Pourtant, tout était parti pour être un chef-d'œuvre de science-fiction avec une équipe de rêve qui travaillait sur le projet, mais malheureusement parasité par un délai de production absolument aberrant. Pouvons-nous plus de 20 ans après l'impact de ce film, le réhabiliter, c'est ce qu'on va entendre dans ce numéro. Je suis Luc Leludec et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non la planète des singes de Tim Burton mérite la shitlist, je suis accompagné de Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonjour. Et Karim Berda du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut et big up à tous les gens Romeu Fontaine ou qui connaissent Font Romeu. J'étais absolument pas prêt ce soir. Ah, il est heureux. Il est heureux, ça nous fait plaisir. Ouais, Il y a des Érimurois, présentez-vous. Mais... Je peux potentiellement repartir avec l'accent du sud au bout d'un moment, tu vois, parce que je me sentirais un peu la catalanerie qui va revenir, tu vois, donc je te parlais des singes et tout, ça va être bien, tu vois. Ah, ça Bonsoir tout le monde. Ouais, tu nous feras la roco comme ça à la fin. Alors, je vais vous poser la première question déjà, et je vais commencer avec Karim. Votre relation à la franchise La Planète des Singes, donc le livre et les films ou les séries, les jeux vidéo, bref, tout ce qui a été dérivé. Relation qui avait pas mal commencé, jusque vraiment en fait le petit film de Tim Burton. J'ai lu mes versions collégiens, donc j'ai lu avec très peu de souvenirs La Planète des Singes, après avoir vu le film La Planète des Singes et avoir bouffé, sans jamais m'en souvenir, parce que c'était un souvenir qu'on avait avec Manu tout à l'heure, la série, qui je sais pas sur quelle chaîne a été diffusée, j'imagine la 5, un peu comme ça. J'aurais dit M6, moi. Mais, peut-être M6. Battez-vous. Mais c'est quelque chose qui était assez présent dans ma vie, en vrai. Pas non plus au point vraiment de se considérer comme fan de suite, mais c'est vraiment partie de mon ancrage culturel. C'était un peu mes premiers pas dans la SF aussi, quelque part. Et est arrivé La Planète des Singes de Tim Burton en 2001, qui, à terme, alors c'est pas que ça, mais parce que ça s'est enterré aussi, mais ça m'a enterré. Je veux dire, La Planète des Singes, ça avait disparu de ma mémoire depuis, jusqu'à la trilogie Origine, jusqu'à Suprématie de Matt Reeves. Mais voilà, donc un truc qui était, je vais pas dire important, mais voilà, qui faisait partie de ma culture de SF, un gamin et un peu ado, et ensuite plus rien jusqu'à presque les années 2010, et de nouveau ce soir pour un bon retour dans les années 2000. Alors, encore un excellent retour dans les années 2000. Manu, de ton côté, la relation avec La Planète des Singes? Moi, j'ai jamais lu les bouquins. J'ai lu, je pense, des comics, mais qui m'ont pas forcément marqué. Mais j'ai vu à l'époque, dans ma jeunesse, le premier film, et je pense peut-être au moins une ou deux suites, mais je les mélange probablement avec la série télé, en effet, puisque j'ai plus de souvenirs de la série télé que du reste, je pense, de l'époque. Et celui dont on parle aujourd'hui, je l'avais vu sorti en DVD, j'avais pas du tout aimé. Mais sinon, j'ai pas un attachement spécial, si ce n'est que j'avais aimé le reboot. Les origines avec James Franco, j'avais bien aimé le film, pas du tout aimé la suite, et apprécié la conclusion. Donc globalement, mi-figue, mi-raisin sur l'univers, j'aime beaucoup le principe de base, mais en fait c'est le genre de film comme j'ai envie de dire comme 2001, mais comme tous les grands films qui sont sortis avant notre naissance, c'est le genre de film où tu découvres plus tard l'analyse qu'il faut en faire, même si tu as déjà vu le film sans avoir les outils pour le comprendre à l'époque. Et au final, tu ressors plus de l'analyse que de revoir certains des films derrière, parce que du coup, plus le ressenti, tu l'as pas, quoi. Enfin, ouais. Mais et puis en plus, le film original, c'est un film très ancré dans son époque, et comme le livre, c'est des critiques de la société de l'époque, donc on va en reparler sur celui de 2001, justement. Après, moi de mon côté, le livre, je l'ai lu, et c'est un de mes livres préférés. Pourquoi ? Je l'ai là. Parce qu'il fait
moins de 200 pages et ça me fait plaisir. J'ai pas le temps pour ces conneries, moi. J'ai pas le temps. Non, mais sans déconner. Non, mais par contre, le livre est vraiment très très bien. Je l'avais lu, moi, de façon un peu random pour essayer de me faire un peu une base littéraire. Et c'est vrai que pour le coup, pour un livre de SF, c'est extrêmement simple à lire. En fait, il est extrêmement simple. Et c'est vrai que c'était plus une Pierre Boulle, on essayait de faire plus une espèce de parodie, parce que ça se fout, enfin, entre guillemets, c'est une espèce d'histoire en gros où l'humanité est tellement flemmarde et un peu conne qu'en fait on en a à un tel point que c'est les singes qui vont reprendre le contrôle, quoi. Donc on est un petit peu, vous voyez, la meilleure adaptation en fait de Pierre Boulle, La planète des singes, c'est Idiocratie, vous voyez. Voilà, je vais me faire tuer pour dire ça, mais, mais voilà. Et après, le film de 68, ouais, je suis comme Manu, en fait, c'est que c'est un excellent film. Et c'est vrai qu'en fait, on a l'esprit d'analyse plus que le ressenti, parce que je pense qu'effectivement, quand il est sorti en 68, le twist, parce que le twist de fin, c'est le plus grand twist de l'histoire du cinéma. Enfin, c'est un truc qu'on ressort souvent, en fait. Le truc où Charlton Heston est devant la Statue de la Liberté sur la plage, il fait "Oh non, you blew it, non, non, non", et tu vois, il est en train de gueuler. Lemuel Twell. Ouais, voilà, mais c'est que le truc, en fait, effectivement, bah voilà, c'est un truc, nous, on connaissait la fin, en fait, on connaissait un peu ce que ça voulait dire, et quand on revoit ce film-là, on se dit, bon, bah, c'est de l'analyse, mais ça reste un très bon film. Après, le reste, les suites, parce qu'il y a eu 5 films dans la période des années 60-70, je me suis J'avais pas... au moins souvenir de 4, mais ouais. Ouais, je me suis pas... 5 au total, du coup, parce que je crois que c'est ça, hein, c'est 5 au total, mais effectivement, j'ai pas... non, j'ai pas eu envie d'explorer les suites, quoi, très clairement. Non, puis c'est vachement moins intéressant justement dans ce cas clairement. en retirer dans l'analyse, quoi. Et la Mais en trilogie... plus, ouais, pour rebondir Vas-y. sur la destruction de l'humanité, comme tu l'as dit, le premier film, le rapport à la peur du nucléaire, de l'apocalypse nucléaire. Nous, on est nés post-Tchernobyl tous, en l'occurrence. Peut-être pas de toi, Karim, j'ai un doute. Non. Mais on a grandi post-Tchernobyl, moins d'un post un paquet de trucs. La peur du nucléaire est beaucoup plus concrète et on a vu vers quoi ça mène, quoi. Donc en plus, c'est plus forcément la même actualité. Ah, c'est vrai en plus. Ouais. Oui, c'est ça, ouais, c'est le contexte. Ouais. Et puis la nouvelle trilogie qui présageait un peu le Covid, était pas mal. Moi, j'avais beaucoup apprécié. Un peu moins, je pense qu'en globalité, un peu moins le 2, effectivement, qui était un peu plus faible. Mais Suprématie, j'avais adoré. Avec le Woody Harrelson. Et puis. C'est le dernier, du coup, c'est le troisième. Ouais, c'est le troisième Suprématie. Et c'était vraiment très bien. Je trouvais qu'en plus, en termes de. C'est même en termes de FX, en termes de mise en scène, c'était assez bluffant. Moi, je trouvais que par exemple, le 3, que je trouvais vraiment très bien. C'était un peu la grande évasion des singes, quoi. Moi, je trouve que les trois, au niveau des FX et de la mocap, sont pas mal. Hein. Les trois ensemble. Même le deuxième, que j'aime pas scénaristiquement. Mais c'est vraiment dingue. Le 2 et le 3 sont vraiment des bijoux en termes de FX. Et le truc, c'est que. J'ai vu la bande-annonce que du coup, quand je vais au cinéma, on se tape en ce moment la bande-annonce La planète des singes, le nouveau royaume. C'est War for the Planet of the Apes, un truc comme ça. Ouais, alors le titre français en tout cas, c'est le nouveau royaume. Et ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper, hein. On est en termes de VFX, tout, c'est vraiment plus du tout le. Bon, tu sens qu'il n'y a pas la même équipe de prod, c'est plus du tout le même budget à mon avis aussi, parce qu'ils savent pas vraiment si ça va être rentable ou pas, mais combien même. Ouais, ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper en termes de rendu des singes et tout. Tu te dis que t'as eu un downgrade, quoi. Terrible. Et du coup, c'est de la mocap ou c'est de la génération CGI? Je crois qu'en fait, c'est de la génération CGI. Ouais, bah c'est ça le truc. Ça, c'est la tristesse du truc. C'est ce qui faisait la force des trois. D'avoir des vrais, des jeux, enfin des tarés, j'ai envie de dire, qui s'amusaient à imiter les singes, quoi. Mais là, je crois que non, il n'y a pas. Et ni de prosthétique comme tu pourrais avoir chez Tim Burton. Donc ouais, c'est assez flippant. C'est vraiment assez flippant et pour le coup, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas encore vu le film, quoi. Et puis juste pour enchaîner, avant de mettre la bande-annonce, c'était votre relation à Tim Burton. Je sais plus si on a fait, parce c'est le deuxième Tim Burton, je crois, qu'on fait dans l'émission, parce qu'on avait fait Sweeney Todd. C'était Sweeney Todd. On avait fait Sweeney Todd qui avait fini dans la shitlist. A raison. Ouais, grave. A raison. Grave. Je sais pas si vous l'avez platiné ou pas, Tim Burton, vous de votre côté. Non, pas platiné, moi, en l'occurrence. Ouais. J'ai vu, en l'occurrence, il y a un certain nombre de films qui ont une mauvaise réputation de base, bah j'ai pas testé. Du coup, tu y vas pas. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. À part si on t'y oblige à cause d'une émission. Exactement. Bah, Sweeney Todd, quoi. Ouais, voilà, par exemple. Et toi, Karim, de ton côté? Je dirais pas platiné, mais j'avais quand même fait quasiment l'intégralité jusqu'à Dark Shadows. Voilà. Donc, Ouais. de Beetlejuice
le petit court-métrage qu'il avait fait avant, jusqu'à Dark Shadows. Donc, il y a Ouais, il y a du... aussi, vous l'avez pas vu, Pee-wee Big Adventure? Si, voilà, c'était ça que je Ouais, c'est cherchais. ça, c'est son Ça, premier film. alors ça, c'est un truc que j'ai vu tard, genre dans l'idée, parce que j'ai eu l'idée à un moment de platiner Tim Burton. Mais en fait, moi, j'ai été Tim Burton 12 réellement. Ah, moi Et au aussi. bout d'un moment, Dark Shadows m'a buté, en fait. Vraiment, parce que je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a, ça avait pas. Enfin, je me suis rendu compte que j'avais tort, en fait. Que je me méprenais, que je voyais dans le personnage de Tim Burton ce que j'avais envie d'imaginer, et qu'en fait, c'était pas du tout Ah, ça. moi, je pense qu'on Euh, a perdu le soldat Tim Burton depuis Charlie et la chocolaterie. Je pense. Hein. Moi, oui, mais en fait, j'ai un aveu à faire, mais je l'ai peut-être déjà dit que j'aime bien Miss Peregrine. Je fais partie des Ah, tu 5 sais que personnes qui Manu, aiment bien c'est Miss le Peregrine. seul film de Ah, Burton que je n'ai pas non. vu. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est le seul. J'ai presque platiné et c'est vrai que c'est vraiment c'est comme plein le de trucs seul. chez Burton, il y a rien, je trouve, qui est à chier au point de. Ah, t'as pas vu Dumbo. T'as Non, pas mais vu Bah, moi non plus, peut-être. je l'ai pas vu. Peut-être. Ouais. En tout cas, jusqu'à Dark Shadow, ça reste au pire consommable, parce que voilà, le mec, il sait faire quand même des trucs, même si c'est pas ouf, il sait faire des trucs. Mais ouais, donc un repenti de Burton, en fait, hein, et j'ai presque limite de la peine pour lui au bout d'un moment, parce que je me dis que le mec, depuis Batman, on lui a incombé un rôle qu'il a une image qu'en fait, il s'en battait peut-être les couilles, en fait. Ce délire de les gens, enfin, je sais pas, peut-être la génération 80, entre les années 80 et 90, il y a eu beaucoup de monde qui était à fond sur Burton, il a un univers, hein, Burton, il a une ambiance, Burton machin. Et c'est pas faux, hein, je veux dire, c'est le Il y en mec a qui avait le toujours. visuel, mais Hein. bon, à la base, c'est un animateur, tu vois, je veux dire, c'est effectivement, il a une patte graphique, je dis pas quoi. Mais de là, tu vois, tu sais, à vouloir lui incomber une espèce de. Vraiment, tu vois, de bibliothèque cinématographique, d'identité, machin et tout, je trouve ça un peu compliqué. En fait, je pense j'ai l'impression qu'on demandait beaucoup trop à ce monsieur, en fait, et que vraiment. Alors, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, peut-être qu'il nous a tous bien niqué, mais voilà, c'est un gars de la Warner, il fait des films, tac, il a effectivement une patte graphique, je dis pas quoi. Mais je pense qu'il doit s'éclater plus à créer des trucs dans son coin, Ouais, tu vois, il a un univers, mais il est surtout bien entouré par une équipe créative bien aussi sûr. qui est derrière, qui sont très bons. Hein. Il y a Bob Welch et tous les trucs comme ça, Stan Winston. Enfin, c'était vraiment des Il bons y a un gars, mais moment, je c'est pense que qu'il la les a Warner. perdus au fur et à mesure, quoi. En fait, c'est ça aussi que ça peut se ressentir sur Ouais, les films. Quoi. mais la Warner a vraiment pris Burton, vraiment, enfin, au bout En d'un moment, otage. c'est juste, enfin, ouais, c'est un argument de vente en fait. Et moi, je me suis fait avoir pendant très longtemps en plus. Hein. J'ai été syndrome de Stockholm, non, même pas. Non, je me suis fait vraiment faire avoir pendant très, 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 très longtemps. Mais il y a des choses que j'adore toujours. Hein, vraiment, j'ai toujours, j'aime ses premiers films Beetlejuice, j'aime toujours beaucoup parce que c'est des films d'enfance qui m'ont marqué. Edouard Main d'Argent, c'est pareil. J'avais déjà dit que dans mes films de super-héros préférés, Batman le défi en faisait partie parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, Big Fish qui retire ce que les gens veulent dire autour dessus à consommer, je trouve que c'est pas dégueu en vrai, c'est juste Non, que j'en Big peux Fish, plus j'aime des bien gens. aussi. On aime le film, Ouais. le film de la maturité, machin, et Le puis Ciao oh, ça Pantin de Tim va, Burton. ça va, voilà, tu vois. Donc ouais, dans relation à Tim Burton, à la base, pas mal, et je peux prendre vraiment plaisir à reconsommer ce qu'il a fait dans les années 90 jusqu'à 2000. Vraiment, tu vois, cette décennie-là. Et c'est complètement biaisé parce que c'était le cinéma de mon enfance, très objectif. Et on va voir si La planète des singes est le cinéma de ton enfance, Karim. On va mettre la bande-annonce directe histoire de se mettre dans le bain. Un jour, on racontera une histoire. Une simple fable, diront certains. Celle d'un être humain venu des étoiles, qui fit basculer notre monde. On va s'écraser! M'aider! M'aider! Dans un monde où la liberté n'existe plus, Où je suis? Qu'est-ce qui se passe ici? Portez-les! Et nettoyez-les! la violence fait loi. On se lève en présence de son maître. Les puissants règnent par la terreur. Et tant que vous y êtes, ces bestioles ont une âme. Il y a une âme là-dedans. Ce que nous faisons aux humains est répugnant. Comment ils sont devenus comme ça? Comment tu voudrais qu'ils soient? S'il te voit dehors, il te tue. Si on reste, on est déjà mort. Tu viens de quelle tribu? L'armée de l'air américaine. Et j'y retourne. Des humains se sont échappés. Comment on sort de la cité? Je vais te montrer. Ils ont des singes avec eux. Déclarer la loi martiale. Nous sous-estimons cet humain. Où ils sont passés? Les rumeurs gagnent les villages. Tout le monde veut voir cet homme qui défie les singes. Toutes les divisions, préparez-vous à combattre! C'est fini, personne va venir. T'es venu, toi? Donnez l'ordre de marche! Amenez-moi l'homme de l'espace.
Tuez-les tous. Ah ouais. Je suis le général Paid. Imitation de Tim Roth de la part de Karim, ça fait plaisir. Bravo, merci beaucoup. La planète des singes, sorti en août 2001, produit par Richard Zenuk pour le compte de la Fox avec un budget de 100 millions de dollars, librement adapté du roman de Pierre Boulle du même nom, sorti en 63. Script écrit par William Broyle, un ex-militaire du Vietnam qui a écrit Seul au monde et Haute Voltige, et écrira par la suite Jared, Lawrence Conner et Mark Rosenthal qui ont écrit pour les films Superman, Star Trek et quelques épisodes des Sopranos. Réalisé par Tim Burton et épaulé à la photo par le français Philippe Rousselot, le schleff-up de Bertrand Billet, Jean-Jacques Benix et Diane Curis, qui finira avant sa retraite, à éclairer les animaux fantastiques d'ailleurs. La planète des singes, selon Burton, nous raconte l'histoire du capitaine Leo Davidson, interprété par Mark Wahlberg, un astronaute qui s'écrase sur une planète inconnue après avoir voulu sauver un singe perdu dans le cosmos. Capturé par des singes évolués, il découvre que ceux-ci dominent la planète et réduisent en esclavage les humains qui s'y trouvent. Léo décide alors de s'enfuir pour reprendre contact avec la station spatiale sur laquelle il était stationné, mais également pour retrouver la civilisation humaine qui domine les singes sur Terre. Karim, de ton côté, alors, cette expérience, La planète des singes version 2001. Dur, c'est un film que j'avais vu sorti ciné, je l'avais vu vraiment dans le mois d'août 2001. Je l'avais vu au ciné, je l'avais peut-être vu 1, 2, 3 fois dans les années qui suivent, tu vois. Et j'en avais gardé un souvenir, genre en mode, c'est pas ouf, mais les gens les détestent pas pour les bonnes raisons. Et à la base, je pensais, avant de regarder le film ce soir, que mon argumentaire, ça allait être, oui, bah le film, ça va, c'est juste un film qui se veut un peu bancal sur le scénario, mais qui fait des efforts, machin et tout. La seule raison pour laquelle vous aimez pas le film, c'est que, soi-disant, c'est pas un film de Tim Burton. Alors, je vais complètement revenir sur cet avis. J'ai revu le film hier, et le film est nul. Voilà, très honnêtement. Le film est nul pour plein de raisons. Déjà, en objet de consommation, les 2 heures sont un peu longues. Alors, je vais quand même dire les trucs cool d'office, parce qu'il faut quand même dire les bonnes choses avant de dire la merde, mais le film a des points forts. Factuellement, je mettrais en tête de liste quand même les maquillages et les costumes. 2001, c'est cool, en vrai. Il y a vraiment des efforts qui sont faits, c'est super crédible. Les singes qui sont réellement au centre du film, parce que c'est eux qui ont des lignes de dialogue, parce que Marky, Léo, Max Payne avec les singes, parce qu'ils jouent exactement de la même manière que dans Max Payne, ne sert à rien, les autres humains n'ont pas de ligne de texte. Bref, les maquillages sont bien faits, les décors, même si ça pue le studio, en vrai c'est l'effort du dur, il y a quand même des trucs qui ont quand même, je trouve, qui ont de la gueule, qui sont assez organiques, ainsi de suite. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je garderai le seul vrai élément positif plus tard dans la chronique, mais après le film est nul parce que déjà en construction c'est archi chiant. On est sur un film qui est ultra plan-plan en fait, où t'as un gars qui va tenter de survivre et à la fin ça va être une bagarre finale qui se terminera sur une tentative de désespoir pour repomper ce qu'on a vu en 68 qui marchera pas. Le cast, tu divises 2 parties, tu prends les humains, voilà, on aurait mis des plantes vertes, ça aurait été pareil, c'est très très compliqué à vivre. Et à l'inverse, on a justement le cast simiesque, alors qui veut justement, c'est là qu'il y a toutes les stars, on a Tim Roth, on a General Tate, on a la femme de Tim Burton, Helena Bonham Carter, dans le rôle qui va devenir sur ce film justement. Voilà, c'est suite à ça. Femme en puissance, Tim Burton. On a Michael Clarke Duncan aussi qui joue l'un des gorilles. Voilà, donc on a un gros cast. Au cast, Paul Giamatti Paul Giamatti, en orang-outan là qui. Il est reconnaissable, il est incroyable. Il est fou. Alors ça c'est l'une des forces parce qu'on est sur du pur maquillage et on arrive à reconnaître, grâce aux yeux énormément et même grâce sur le dessin, vraiment, même le dessin des maquettes, des maquillages qui sont faits, des prothèses, vraiment. Il y a un truc qui colle avec le regard, avec la personnalité du personnage qui est fait et l'acteur qui va derrière, tu vois. Ils en font des caisses. D'un côté, c'est vachement bien parce que tu sens ce côté vraiment animal sauvage et tu sens des gens qui s'amusent, donc ça c'est cool. Par contre, ça me pose un gros problème en fait, c'est que il y a un moment, il y a un truc que je ne comprends pas dans ce film, c'est pourquoi les singes qui sont censés être relativement évolués, parce qu'ils sont capables de récupérer les ballons de basket, d'écouter la radio, de se mettre des caisses avec des blousons Shivers sous les arcanes, quand même, je veux dire, c'est ça très très drôle comme ça. Comment ces singes-là qui font tout ça vont être à la fois encore autant des singes parce qu'ils ont un comportement de singe tout le temps, ils sautent partout, ils grimpent aux arbres, ainsi de suite. Je trouve ça très incohérent. Et je trouve que la scène qui illustre l'incohérence, il y a un moment du film, je pense, c'est le moment du film, c'est genre.
Alors déjà, j'y reviendrai plus tard. Je te laisserai l'eau si tu veux. Vas-y, je te laisse l'eau. Non, parce que vas-y, garde-le, j'ai d'autres trucs. Mais en vrai, il y a une scène dans l'un des tiers les plus, enfin, dans peut-être l'un des moments les plus cool du film où tu vas voir en fait la cité des singes et tu vas voir des singes vivre en fait. C'est clairement des humains avec des tronches de singes qui vivent des situations d'humains. Et t'as une scène où t'as Dominique Strauss-Kahn des singes, factuellement, qui est dans sa chambre avec sa femme singe, oui, singe, qui a des boobs comme ça, qui arrive et qui lui fait une petite danse, genre érotique, Orientale, ouais. je sais pas, orientale, on va dire ça comme ça, Nia. Donc ok, tu fais ok, pastiche, parodie, c'est marrant. Et ensuite, elle se jette sur le lit et elle fait des gros mouvements de singe en montant sur le lustre, tu vois. Là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, je veux dire, il y a eu une mécompréhension de ce que vous vouliez faire. Vous avez voulu donner un côté très anthropomorphique, vraiment poussé, et même reproduction sociale, tu vois ça. Et à côté de ça, et c'est un autre propos du film, tu les rabaisses juste à des niveaux de singes de cirque, en fait, tu vois. Et bah, ça, c'est un autre problème du film où les singes, en fait, le film se veut libérateur, mais plusieurs fois dans le film, en fait, les singes vont naturellement se remettre en cage. Il y a quand même une espèce. Et pourtant, c'est difficile de me trigger là-dessus, mais le film se veut quand même, 20 ans plus tard, un peu limite spéciste. Bref, je me laisserai ça. Il y a plein de trucs incohérents avec les singes. Je reparle de l'eau. Oui, alors j'ai une question. Les gens, peut-être que je ne sais pas, mais est-ce que les singes ont un problème avec l'eau? Est-ce que les singes ne savent pas nager? Parce que ça m'a posé. Je me suis posé cette question. Je me dis, soit c'est des héros de Dark Souls, soit il y a un bug dans la matrice du genre la régression évolutive, tu vois. Donc il y a plein d'éléments de scénario comme ça qui rendent le film absolument pas tenable. En rythme, il est chiant. Il y a vraiment un moment du film, je veux dire avant, parce que forcément c'est un film qui va prendre tout le spectre d'une histoire d'aventure, hein, donc la découverte, machin et tout, jusqu'à l'affrontement final, puis la résolution. Le moment entre la fuite de chez les méchants à l'affrontement final, la préparation, un enfer, c'est un long. enfer. En plus, c'est pas ouf, c'est un enfer en ressenti, parce que ça dure 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure, c'est pas... Ouais, quoi que tu me Ouais, dis, enfin, ça dure 2 heures en tout, donc c'est déjà un quart du film. Enfin, un cinquième ou un Ça quart. fait beaucoup. Le film, le film donc, a vraiment des problèmes de rythme, donc t'arrives pas à t'accrocher. Réellement, c'est super compliqué. Et surtout, il essaye, parce qu'après, je vais en laisser un petit peu, mais il essaye quand même, tu vois, de reproduire, à certains moments, de reprendre l'idée un peu SF, un post-apo, machin et tout. Enfin, je sais pas si c'est post-apo, mais SF, que peut être la planète des singes, avec ce côté critique sociétal. Bon, bah, c'est foiré, parce que t'as l'impression qu'il critique la société de Batman. Mais de deux, en plus, c'est super moralisateur en étant pas dans son propos, et ça gêne un petit peu, en fait, parce que je trouve le film, comme je disais, effectivement super pas cool vis-à-vis des animaux, ils se font traiter de vieux macaques tout le long. Oui, mais Mais est-ce que t'as compris quelque chose? C'est que ça parle de non, j'ai racisme. rien compris. Ouais, le racisme, ouais, non, en fait, je vais te dire pourquoi j'ai arrêté ma compréhension du film, parce que le film ne peut pas être compris, parce que le film fait un truc extraordinaire. Le film, il y a une scène de bataille. Donc la scène de bataille, à bout de moment, les singes sont plus forts que les humains, la logique veut qu'ils se fassent péter la gueule, donc il va bien falloir qu'un événement extérieur arrive. Donc on arrive à un truc il y a un cri de Willem, et 5 minutes après, il y a un Deus Ex Machina, que je vais appeler un Monkey Ex Machina, parce que factuellement, un Deus Ex Monkey. Un Deus Ex Monkey, en vrai, mieux, GG Manu, un Deus Ex Monkey, où factuellement, après un bruit et une lumière blanche de le ciel, où tous les personnages vont lever les yeux vers celui-ci, une capsule va descendre avec un singe qui va être appelé Simos, je ne sais plus, qui est factuellement dans la réalité de cet univers-là, le Jésus dans la religion des singes. Donc on a c'est quoi, c'était un Deus Ex Monkey. C'est génial, ça m'a plus gros fou rire pendant une demi-heure. Donc en fait même la fin, je crois que je l'ai zappé sur le coup, tu vois, et mine de rien, je me suis posé la question de si c'était volontairement une référence artistique, tu vois. Parce que le Deus Ex Machina, historiquement, c'est vraiment l'image dans le théâtre grec du truc qui descend du ciel comme ça au milieu et qui est un dieu du coup. Et du coup, c'est vraiment la même image. Vraiment, je me suis demandé si c'était une référence artistique. Oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de me dire que Tim Burton, vu qu'il a détesté faire ce film à terme, qu'il a mis ça pour en mode suicide artistique. Je veux dire, à l'école de cinéma, on t'apprend que le Deus Ex Machina, c'est pas bien. Je veux dire, c'est donc est-ce que c'est pas une tentative de sabotage? Voilà. Donc La planète des singes 2001, 20 ans après, non. Voilà, si vous avez gardé des bons souvenirs de tolérance, vous avez tort, objectivement, parce que même si le film il réunit plein de bonnes intentions à certains moments, non, ça ne marche pas, ça ne marche réellement pas. Donc voilà, je vous déconseille très fortement de vouloir raviver votre femme de Burton avec ce film-là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Donc on peut considérer quasiment que le point de chute de Burton, c'est en fait La planète des singes. J'ai envie de dire, c'est presque pas de sa faute, mais on y reviendra après. Je dis presque. Il faut pas non plus tout pardonner. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué un truc, c'est encore la fin.
C'est vrai que la fin, c'est un truc qui a fait jaser. Donc en gros, c'est quoi ? C'est quand Mark Wahlberg quitte la planète grâce au Deus Ex Machina, il récupère la petite capsule, puis il va se barrer sur Terre pour essayer de chercher de l'aide, en fait, en gros. Sauf qu'il arrive en fait sur Terre, mais dans un univers, soit un univers parallèle, soit encore trop avancé dans le temps, peut-être un truc comme ça. Non, c'est surtout que, enfin, déjà ça n'a pas de sens, hein, mais a priori c'est plutôt Tade qui est revenu plus loin dans le passé et qui Ouais, je pense que modifiait c'est le passé. ça la fatalité de celui-là. Parce que je pense qu'il a voulu mettre, c'est parce que voilà, la fin de la planète des singes de 68, c'est vraiment cette notion de fatalité, école de cinéma, ce que tu veux dire. Et je pense qu'il a voulu le faire, mais différemment, à sa manière, je sais pas, mais en tout cas Non, c'est différemment. parce que c'est la fin du livre en fait. La fin du livre, c'est. Oui. Il essaie de se barrer, il revient sur Terre, mais en fait, sur Terre, finalement, c'est la même merde. C'est les singes qui ont repris le contrôle. Voilà. Moi, je pense en fait, ouais, ou alors qu'il y a genre, il s'est barré, mais il allait trop loin dans le futur et que mine de rien, Tade a quand même réussi à sortir. Et à, tu vois, c'est genre en fait tout ce qu'il a fait, parce que faut pas oublier aussi un truc que j'ai pas dit, mais factuellement, encore une fois, ce film, c'est la vie de Brian chez les singes. C'est pareil que dans Monty Python. T'as un mec qui débarque, il est là, et t'as tout le peuple qui le suit, qui le prend pour un élu, alors qu'il leur fait, les gars, non, en vrai, moi j'ai mon vaisseau, je me casse. Je veux dire, non, je veux mais rentrer à la maison. Non, démerdez-vous, voilà. Démerdez-vous bien. Et je pense que c'est ça l'idée, tu vois, c'est que malgré tout, il soit barré machin et tout, et qu'en fait, l'histoire aura suivi son cours, que Tade aura réussi à faire une dictature machin et tout, aura repiqué la nouvelle technologie des humains qu'il aura chopé à Kalima, et vu qu'il est conscient machin et tout, et que, je sais pas, 10 000 ans plus tard, en fait, la fatalité, c'est que tu seras toujours coincé parce qu'un jour, t'as pas respecté le singe que t'as envoyé dans l'espace. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, Voilà. le côté fataliste du film de 68 se retrouve aussi dans la fin forcément du 2001, mais c'est surtout que le livre, en fait, il a repris loupé, le livre, hein. mais la fin a été altérée en fait durant la production. C'est que même quand ils ont commencé à tourner le film, ils n'avaient même pas encore la fin, parce que Tim Burton voulait changer la fin, donc pour celle-ci qu'on a eue en salle, mais il n'avait pas encore la validation, donc il savait pas encore comment il allait finir son film au moment même de tourner. Ce qui devenait un peu complexe quand même, de se dire dans la tête. Moi, ce que j'avais même compris, c'est que en gros, on peut difficilement reprocher beaucoup de choses à Tim Burton parce qu'en gros, c'est juste que la prod lui a dit t'as ça comme ambition, prends-en la moitié, quoi. Et qu'à la fin, il en avait marre et qu'il avait fait une fin qui permettait de faire une suite s'ils avaient envie de faire une suite. Mais voilà, voilà, c'est quoi. ça. Ouais, Je pense c'était une qu'il fin s'est ouverte pas trop justement pris la pour tête. faire une suite. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, oui, la production, le problème, c'est qu'effectivement, vu que c'est un projet qui est dans les bras de la Warner, c'était de la Fox, ouais, c'était un projet de la Fox qui était de là depuis 11 ans, je crois, ils travaillaient dessus, et il y a du monde qui est passé dessus. Il y avait Terry Hayes, il y avait Philip Noyce, il y avait Oliver Stone, Chris Columbus, James Cameron, Sam Raimi, Peter Jackson, ils sont passés dessus en fait. Et personne n'a réussi à trouver un accord, personne n'a réussi à trouver un truc artistique pour dire bon bah voilà, et bah du coup la Fox allait possiblement perdre peut-être les droits d'exploit ou la possibilité en fait de sécuriser le bouquin pour en faire une adaptation, ou voilà, pour ça en fait. Et pour le coup, ils ont dû lancer un petit peu, je pense, le projet quand même en mode on a une date, voilà, limite, où on a une fenêtre de sortie qu'on veut respecter, et qui était l'été 2001. Et pour le coup, en fait, le problème, c'est que Tim Burton, ils l'ont pris, enfin, Tim Burton a accepté le projet, mais en même temps, il a changé des trucs. Et la prod a dit, bon, ok, on part sur ce budget-là, mais en même temps, il faut qu'on valide exactement le budget. Mais en même temps, je crois qu'il restait. Ils ont commencé la production du film, du moins le tournage, parce que la pré-prod, ça commence bien avant. Mais ils ont commencé à tourner, je crois, en novembre 2000, pour une sortie, genre 6-7 mois plus tard, quoi. Donc gigantesque bordel pour mettre en place et tout, et déjà le tournage en lui-même ça a demandé du taf, parce qu'on a parlé effectivement vite fait des tout ce qui va être maquillage et prosthétique. Ça prend un temps de malade. Il y avait 80 figurants qui étaient maquillés tous les jours en singe pour le tournage. Après, c'est quand même c'est un spécialiste qui était dessus, c'était Rick Baker, qui remplace pour le coup Stan Winston, parce que c'est souvent Stan Winston qui bossait le maquillage avec Tim Burton, mais là il le remplace. Rick Baker, juste pour mettre, c'est celui qui a travaillé sur le remake de King Kong de 78. Et c'est pour ça qu'il a été pris d'ailleurs, c'est parce qu'il avait travaillé un petit peu le singe, puis il avait fait le Loup-garou de Londres, donc il avait eu un prix pour ça. Il avait bossé aussi pour George Lucas pour le Nouvel Espoir, celui qui faisait les costumes et les prosthétiques aussi. Il a fait Vinodrome de Cronenberg, et puis il a un CV de bâtard, parce qu'en fait il a je crois à peu près 7 Oscars pour le maquillage, Rick Baker. Donc, et ça se voit, parce que vraiment, pour le coup,
en termes de maquillage et de prothétique, le film est incroyable. Moi, je trouve qu'il est imprenable là-dessus. Les singes sont fous. Enfin, je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Et après, lui, c'est vrai que on reconnaît la patte, parce qu'il a bossé sur le Grinch avant. Tu reconnais la patte du Grinch. Tu vois comment le travail il a fait sur Jim Carrey et tout. Men in Black, le professeur, je crois que c'est le professeur Folding. Il a fait Ed Wood aussi, Tim Burton. Et voilà, c'est un mec qui est spécialisé là-dedans. Mais effectivement, le travail que ça demandait, par contre, était complètement fou, quoi, parce que c'est 80 personnes. Les acteurs principaux, je crois qu'ils passaient quasiment une demi-journée à se faire maquiller. Ils passaient du temps là. Et c'est vrai que d'avoir ça, et d'avoir une espèce de délai de production en ayant une fenêtre de tir, ça joue beaucoup sur l'ambiance et comment Tim Burton va essayer de diriger après la suite de son projet. Donc il y a certains trucs, effectivement, je pense que le Deus Ex Machina n'est pas pour rien par rapport à ça, qu'il a essayé de justement de dire bon, j'arrête le film ici parce que j'aurais pas le temps de faire plus, ou essayer de trouver une résolution qui soit entre guillemets plus plausible, quoi, moins putassière. Et je pense qu'il a été keblo par ça. Après, voilà, enfin, le film en lui-même, je trouve qu'il est quand même assez inégal. C'est quand même un film très burtonien. Parce qu'on retrouve des trucs. Oui. Bah, tu vois, le côté que tu me parlais là, du couple qui est en train de baiser, là, de façon un peu loufoque, c'est du Tim Burton. Mais on retrouve aussi cette fameuse scène, tu sais, en gros, ils sont à table. Et tu vois, je dirais, la dynamique qu'il y a dans la famille. Et t'as forcément la rebelle ado. Ça va être Helena Bonham Carter qui va jouer en fait comment on appelle la Winona Ryder en fait. Ouais, mais même la Winona Ryder de circonstance un petit peu, quoi. C'est ça. Et, c'est la famille dans Beetlejuice. Ouais, clairement. Et puis il y a des scènes, ouais, on parle du singe Périclès qui arrive à la fin, voilà. Mais déjà même le singe Périclès au début quand il lui donne des cahuètes, c'est incroyable. Il a une gueule, il a une bonhomie invraisemblable. Mais même les singes des fois, ils sont un peu uncanny. Il y a des gamins singes à un moment donné qui s'en prennent à Bonham Carter en lui disant de toute façon t'es qu'une femme à homme. Tu vois, qui lui balance ça, t'es qu'une femme à homme. C'est incroyable parce qu'elle défend les esclaves humains. Ouais, c'est assez particulier. C'est un poil frustrant même parce que je trouve que c'est inégal. Parce que je vous parle des costumes. Je trouve que même certains set designs sont très très beaux. Le marécage par exemple avec un clair-obscur, avec un éclairage clair-obscur là où c'est Tim Roth qui va tuer 2 de ses sbires là de façon un peu putassière. Je trouve que c'est super bien éclairé, c'est super bien cadré. Il y a un très très beau, une très belle lumière. Mais c'est vrai que certains moments, c'est un peu tiep. À un moment donné, alors c'est pas tourné qu'en studio, il y a le désert de Morave aussi, où ils ont tourné la scène, justement la scène finale, où il y a même le campement là. C'est cheapos quand même. C'est vraiment cheapos. Même le village fait un peu trop. Alors c'est inspiré du Magicien d'Oz, c'est ce qu'ils ont dit sur la production. Mais je trouve que ça fait vraiment tiep. Ça fait Star Wars du pauvre, un petit peu dans le Star Wars 6 du pauvre. Le village d'Ewok de merde, tu vois, un petit peu. Ça faisait penser un peu à ça et c'est dommage parce que c'est très inégal. Alors que, généralement, ce travail de Burton dans d'autres univers ou des univers où il est pleinement créateur, ça marche super bien. Là, l'intégration dans un univers de SF ou préétabli avec des codes, ça marche beaucoup moins bien. Mais après, est-ce qu'il n'avait pas non plus et je pense que quelque part, il a été limité par la prod, le délai de production, de faire quelque chose de plus baroque. Ça aurait été peut-être plus fun, parce que je pense qu'il y a quand même cette trace-là dans les costumes, on voit les casques des singes. Il y avait quand même quelque chose, il y avait des traces de quelque chose de plus baroque, en fait, plus burtonien, on va dire, entre guillemets, quoi. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment, je sens que c'est un truc vraiment très bridé. Et c'est ça qui m'emmerde, en fait, dans ce film, en plus du rythme, enfin, des problèmes de rythme, de scénario, tout ça, qui sont vraiment longs. Tu disais la préparation paiement là pour se lancer dans l'aventure, ça prend quand même pas mal de temps et puis c'est pas super intéressant. Le casting humain est imblairable. Enfin, Mark Wahlberg, on en a parlé énormément dans cette émission, on l'a eu quelques fois dans l'émission. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mark Wahlberg, j'ai jamais trop compris l'intérêt du personnage, comme un peu Sam Worthington, on en parlait en off, mais c'est quelqu'un que j'ai du mal. Par contre, effectivement, Worthington, pardon. Mais par contre, le casting de singe est incre. Voilà, ça par contre, et puis coup de cœur pour Paul Giamatti, que le film devient chiant quand il arrête de s'intéresser en fait aux singes, quand il arrête de s'intéresser à ces personnages. Et le film, c'est-à-dire une fois qu'ils sont quittés la cité, le film devient chiant et temporellement c'est ce qui fait le plus en fait. Mais toute cette partie et surtout la vie des singes, c'est super cool. C'est barré en vrai, je veux dire. Et si c'était resté comme ça, j'aurais accepté le côté décalé, pas logique, tu vois. Mais cette partie est cool. Mais c'est la seule partie du film qui se veut burtonienne dans l'idée, dans son traitement, dans ses thèmes, machin, Mais une fois que c'est fini, et je pense que t'as raison,
Burton, tampon Warner, le film devient chiant. C'est dommage. Ouais, non, c'est vraiment chiant pour le coup. Et mais voilà, je reviens sur deux, trois points après. Manu, je te laisse continuer sur La planète des singes, l'expérience que tu as vécue. Quelle est ta relation avec ce film? Ouais, moi je suis un peu embêté parce que je suis pas d'accord avec vous sur tout, notamment sur le fait qu'il devient chiant au milieu. Moi je me suis fait chier dès le début. J'ai vraiment eu du mal à voir ce film J'y étais dans pas. son ensemble. Ok. Non, bah, enfin, déjà, il met un quart d'heure à partir de sa station spatiale. Bah, C'est un moi, film de 2 heures. moi, c'est clin d'œil à 2001 l'Odyssée de l'espace, j'ai dit oui. Non, mais non, vraiment, j'ai eu du mal. J'ai maté 1 heure il y a 2 jours et 1 heure aujourd'hui, tellement j'ai même pas réussi à J'ai le fait lancer ça, hier. t'inquiète, je te connais. Et le premier truc, sinon, sur lequel je suis pas exactement d'accord, c'est que je trouve que le seul truc bien de ce film, c'est en effet les costumes et les maquillages. J'ai cependant un problème avec les maquillages, c'est que pour moi, la plupart des acteurs, on perd une grande partie de leur jeu. En l'occurrence, je trouve qu'il y a que Tim Roth qui s'en sort bien au niveau de son maquillage, parce que Tane, on arrive à lire sur son visage, là où les autres, ils jouent qu'avec leurs yeux et avec leur posture, parce que le maquillage en enlève une grande partie, quoi. Et heureusement, on a des bons acteurs pour ça. Je trouve que les de Bonham Carter, ça passe plutôt bien, même si, franchement, si on avait les expressions de son visage à elle, ça rendrait vachement mieux. Je trouve que alors, il y a un truc qui est super important pour moi dans la SF, c'est de juger par rapport aux connaissances de l'époque. Et du coup, la planète des singes de 68 est vachement plus acceptable pour moi que la planète des singes de 2001, puisque j'ai l'impression dès le début déjà d'être dans le passé, quoi. J'ai l'impression, quand je vois ces expériences de l'US Air Force sur les singes, j'ai l'impression d'être dans les années 80 et pas en 2000 en fait, déjà, dans le point de départ. Parce que à l'époque, on envoie des sondes sur Mars. Je veux dire, on peut envoyer peut-être une sonde dans le petit vortex plutôt que d'entraîner les singes pour aller mourir dedans. Mais je sais pas, ça me perturbe. J'ai l'impression qu'il y a un prétexte de début qui tient pas déjà. Le postulat de base ne marche pas. Et après, le film passe à peu près à côté de tout ce qu'il essaye de faire. On vous avait parlé de cette espèce enfin, de ce clair rappel au fatalisme des origines et de la franchise de toute façon, avec cette fin qu'on n'arrive plus à comprendre. Et en fait, pour moi, à la fin, c'est Ted qui a fait une Biff Tannen dans Retour vers le futur 2, quoi, et qui est venu changer le passé. Mais en fait, on est obligé d'interpréter, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas comment Périclès il est arrivé 2 fois et comment ça marche dans une boucle temporelle en fait. T'arrives pas 2 fois à 2 points, et comment même Tail a pu retourner dans le passé ou quoi que ce soit. Ça ne fonctionne pas. Et là où ça fonctionne encore moins, c'est que La planète des singes, bah, c'est une critique sociale, une critique sociétale, une critique de beaucoup de choses. L'époque de... Alors, j'ai pas lu le livre et je sais pas de quoi il traite, mais l'époque du film original, bah, c'est milieu de guerre du Vietnam, c'est plein combat pour les droits sociaux aux États-Unis. C'est un paquet de trucs qui divisent... froide aussi, du coup, ouais, la guerre froide. C'est un paquet de trucs qui divisent la population sur plein de sujets. Et du coup, ça parle d'endoctrinement, ça parle de plein de choses comme ça. Et là, bah, ça essaye de parler d'endoctrinement, mais on comprend pas trop pourquoi, parce qu'ils ont une doctrine, mais en fait, ils y croient que à moitié. Au final, tout ce qu'ils croient, c'est que les humains sont inférieurs, et puis voilà. Et même là-dedans, bah, je ne vois même plus où ça marche, puisque c'est un cas pour moi qui est assez récurrent de racisme en essayant de dénoncer le racisme. Puisque en mélangeant Green les Book trucs... un petit peu, quoi. Ouais, bah à l'époque, dans les années 70, clairement, il y avait un combat racial, donc ça en parlait. C'est toujours d'actualité aujourd'hui et c'est toujours d'actualité en 2001, certainement, mais la façon d'en parler, c'est plus la même. Et là, j'ai vraiment l'impression, non seulement qu'ils mélangent, parce que si on prend les plus récents, on a plus une critique du traitement des animaux, de la nature, Oui, de ouais, attention, on va générer des virus, des choses comme ça, et il faut pas de bien traiter les animaux. Mais là, on a un mélange entre le traitement des animaux et le traitement des esclaves. Et du coup, on fait une métaphore inversée où, du coup, bah, les Blancs se retrouvent à la place des esclaves, et les esclaves, c'est des singes. Du coup, désolé, le accidentellement raciste, mais là, Oui, c'est franchement, vrai, les gars, ça, fallait pas la faire. c'est vrai. Ah, je l'avais Et, pas bien vu. et en plus, t'en parlais tout à l'heure, Karim, mais il y a un côté orientalisant ou des choses comme ça dans le De ouf. comportement des singes quand ils ne se comportent pas en tant que singes, donc c'est d'autant plus raciste, puisque du coup, enfin bref, le côté spéciste et aussi il y a un côté raciste de la même façon que spéciste dans le film. Mais du coup, ça me laisse hyper perplexe. Et je pense que c'est en effet cette espèce de mélange des ambiances Burton avec un truc qui se veut sérieux.
Bah là, du coup, ça tombe un petit peu à côté de la plaque, puisque cette espèce de caricature de la famille qu'on a vue dans plein de Burton, en effet, ça marche plus. Et comme tu le disais, Karim, tout à l'heure, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces singes, qui sont du coup une métaphore des Blancs, sont quand même pas aussi avancés que les Blancs, parce qu'ils sont limités par leur capacité de singe, a priori. Et pourtant, quand Aide retourne dans le passé, et ils ont des voitures de police, et c'est quand même marqué 911 dessus, ils ont des fusils qui sont totalement humains, enfin... Des singes inventeraient d'autres fusils d'ailleurs. On n'est pas, enfin, ils n'ont pas les mêmes mains, ils n'ont pas les mêmes bras. Enfin, la fin est totalement débile là-dessus. Mais du coup, je sais pas. Je trouve que le film, il s'envautre. Enfin, il se vautre dans un ratage total dans le fait d'être totalement à côté de la plaque sur tout. Et vous en avez parlé, mais Mark Wahlberg, catastrophe quoi. C'est aussi bien au niveau de l'acting que du personnage. Le personnage est détestable du début à la fin en fait. Comme le disait Will Stitch dans le chat, à la fin il abandonne même Estella Warren, Oui. Salut. ouais. Non, je suis pas votre sauveur. Occupez-vous des singes. Moi, je repars sur ma planète. Et puis voilà quoi. Mais non, je trouve, enfin, à part les costumes, tout m'a un petit peu énervé, tout a été un petit peu chiant dans l'intrigue. Je sais pas, je trouve que c'est une vraie catastrophe. Jamais je serais retourné vers une suite qui reprenait après cette fin en plus. Enfin, je sais pas. Ah, je sais pas, moi j'aurais dit oui. C'était- Je sais pas. Non, mais en vrai, je sais pas. Ouais, Imagine, il aurait fait un Batman chez les singes. Ouais, voilà, ouais, un truc comme ça, ouais, ça aurait été Génial. rigolo. Le film donc a coûté 100 millions de dollars de budget. Il en a rapporté quand même 491 millions. En total avec le chiffre vidéo et 4 millions d'entrées en France quand même d'ailleurs le film c'est pas rien. Alors c'est pas un échec le film, vraiment pas, mais c'est vraiment un échec par contre critique presse et spectateurs. C'est-à-dire que beaucoup de monde sont déplacés pour aller le voir, mais beaucoup de personnes ont détesté le film quoi en fait et pour le coup effectivement ça a coupé la chic pour faire un second film quoi. Notamment et puis Burton n'était pas chaud de toute façon pour se remettre dedans, mais je pense qu'il aurait, bon, bref, ça aurait eu un autre réal, mais dans tous les cas, ça a vraiment coupé l'envie à la Fox de se lancer dessus. On a donc après le reboot c'est en 2011 que La Planète des Singes, le commencement, revient après. Et Mark Wahlberg d'ailleurs disait que en fait il était encore il était très attaché au projet de La Planète des Singes de 2001, il trouvait que c'était un film incroyable, mais qu'on n'a pas laissé en fait la possibilité à Burton de vraiment faire le nécessaire et que voilà, c'était intolérable de la part de la Fox d'avoir reboot, voilà, c'est nul, enfin bref. Problème comme ça. Alors, est-ce que Mark Wahlberg avait raison pour le coup? Parce que est-ce que le film mérite la shitlist? Et je vais te poser la question à Manu. Oui, 100 fois oui. Ouais. 100 fois oui. Karim, de ton côté? Ah oui, parce que c'est même pas un bon cas d'école pour expliquer quoi que ce soit. Je veux dire, ce que le drame du film où Burton a eu les mains liées par un studio, oui, je veux dire, c'est pas cool, c'est pas un souci, mais voilà, non, le film est pas bien. Et ouais, et je pense qu'il y a un peu de revanche de ma part aussi de la redécouverte d'hier, donc shitlist. Voilà. Shitlist, allez, Shitlist bim. honorable. Shitlist honorable parce que Deus Ex Machina, quand même. Voilà, Voilà. il faut pas l'oublier. Manu, Comme tu veux Luc dire l'a quelque dit, chose? le film est sorti pour garder des droits, quoi. Donc quand le prétexte même à faire un film, à sortir un film, c'est de garder des droits, Des droits, l'intérêt est faible. pas fou, effectivement. Donc le film va directement dans la shitlist et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer sur le podcast, pour vous exprimer sur le film et aussi toutes les recommandations qu'on peut vous faire. Alors, on va commencer avec l'avis des auditeurs sur ce film. Justement, on va commencer avec Fucking Cinéphile, Blockbuster malade ou quand en terre Sismiec. Ouais, c'est ça, Simiesque, pardon. Burton Simiesque. tente de réactualiser un pilier de la SF et perd son mojo sous le poids d'un cahier des charges sans âme, troquant la réflexion philosophique pour une action incohérente. Non, avoir un bon roman de boule ne fait pas tout. Voilà, ça c'est super jeu de mots, bravo, merci à vous. Duffman nous dit oui, dans les bas-fonds annonce déjà la grande chute d'un auteur de talent pour de la bouillabaisse. Scénario crétin, fin pourri et nullissime, seule lumière dans ce foutoir, l'extraordinaire musique de Danny Elfman. Et encore, je sais pas trop, la musique de Danny Elfman, elle me paraît un peu absente, j'ai pas de thème qui ressort du film. Elle m'a pas transporté, en tout cas, elle m'a pas marqué. Ouais, je saurais pas te dire. efficace, à la limite, mais elle te gêne pas, mais Ouais, ça va finir à limite fonctionnel. générique, tu vois. Ouais, fonctionnel est un bon terme.
et les prothèses simiesques remarquables de Rick Baker. Marco Pago nous dit: ce fut mon premier contact avec le cinéma de Burton et ça a au moins eu le mérite de me préparer pour la suite de sa carrière après grosse bouse. Oui, il mérite la shitlist, mais je ne sais pas si la shitlist le mérite. À chaque jour suffit son film, nous dit: bah alors on se fait une petite semaine de vacances, on fait dans la facilité. Ouais, effectivement, là on a décidé de prendre du lourd cette semaine-là, et encore, on a dit le programme un petit peu dans ce live. Et on va aller dans le courrier des Durandos spécial Zouz de shitlist avec Marie-Clémentine qui nous dit: des singes, donc ils ne méritent pas la shitlist. À la semaine prochaine pour d'autres critiques. Merci beaucoup. Et on va passer aux lectures des commentaires des auditeurs. Et on va passer sur le Patreon. Par rapport à l'épisode de Drive, effectivement, on ne sait pas si c'est la fatigue ou je sais pas, un éclair de génie, mais effectivement beaucoup de personnes ont apprécié cet épisode. On a Sebnach qui nous dit: je vous suis depuis le début, je pense que cet épisode rentre directement dans mon top 3. Voilà, en utilisant beaucoup de choses, effectivement, des citations. Pour moi, Nicolas Benriefan est un utilisateur de Letterboxd. Le concert de Kavinsky, voilà, tout ce qu'on avait dit. Jerry, de la part de Wistich, et Benoît Gonier qui nous dit: ça va mériter un 3e visionnage pour voir si c'est moi qui suis trop premier degré ou si le driver n'est pas présenté sous un très bon jour pour le film. Effectivement, parce que on avait parlé de cette théorie du stalker, qu'il avait niqué la caisse de Carey Mulligan pour essayer d'avoir contact avec elle. C'est un truc. Non, Manu, il faut revoir le film dans cet angle-là, tu verras. Il y a un memento à faire. Et après, non, mais clairement. Et puis, oui, effectivement, le côté Story of Violence et tout ça. En tout cas, merci pour vos commentaires sur le Patreon. N'hésitez pas toujours à nous soutenir et aussi à envoyer les commentaires sur le Patreon. Je reviendrai sur le Patreon à la fin de l'émission parce qu'il y a quelque chose d'important qu'on a ajouté en plus dans votre offre Shitlist Plus et Shitlist Prime. Alors, question de la semaine. Je veux dire qu'on a ajouté un truc sans augmenter les tarifs. Et ouais, c'est fou, hein. Et ça, il y a très peu de sociétés qui feraient ça. Hein. On est vraiment sympa. On est vraiment gentil. Question de la semaine. Le meilleur film de singe, selon vous. Et je vais commencer avec Karim. Karim, qu'est-ce que tu nous proposes pour le meilleur film de singe ? Je vais vous proposer un traumatisme d'enfance. Étant né en 85 et avec une maman jeune, elle avait vu plein de films chelous et étrangement, elle avait envie de partager quand j'étais beaucoup trop jeune. Donc je vais vous parler d'un film sorti en 86, Max, mon amour, réalisé par, attendez, je vais m'aider, Nagisa Oshima, donc un film français réalisé par un réalisateur japonais. Qui décrit, c'est un drame bourgeois où un couple d'un ambassadeur étranger et de sa femme commence à battre de l'aile. Monsieur a l'impression que sa femme mène une double vie, engage quelqu'un pour suivre sa femme, catfish sa femme et se rend compte que son amant est un singe. Alors le film, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment le scénar. Hein. On a une Charlotte, Charlotte Rampling magnifique, à l'apogée de sa beauté de l'époque, qui explique en fait que Max la comprend, Max la respecte et Max c'est vrai, et Max n'est pas mensonge et Max a un vrai regard et tout ça. Alors contrairement à tout ce que vous pensez, c'est absolument pas une apologie de la zoophilie. C'est vraiment le drame bourgeois où l'amant qui est censé être toujours l'image une image fantasmée, là est réduite vraiment au sens primal du terme et primaire du terme, parce que vraiment c'est trouver la bestialité, l'honnêteté, la nature, la sincérité, tout ça à travers l'animal, et c'est qu'on n'est pas si différent avec les singes quelque part, on est cousins, voire descendants. Voilà, alors, honnêtement c'est un film que j'ai pas revu depuis une éternité. C'est un film qui se veut quand même pas ultra ouf à regarder, hein. C'est un film qui est quand même mieux à pitcher, mais c'est quand même un film, ils ont eu les couilles de le présenter à Cannes cette année-là pour concourir. L'audace. C'est un film qui se vaut relativement subversif, mais pas trop. C'est quand même assez poli, ça se veut très sage. Le film est super sympa parce qu'il n'y a pas d'animaux maltraités dedans. Alors c'est à la fois une bonne chose parce que c'est bien de ne pas maltraiter les animaux. Après, c'est une marionnette avec une actrice dedans. C'est un peu cringe, tu sens le truc, t'as du mal à y croire, ta suspension consentie d'incrédulité doit être poussée très 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 loin, et en plus ces connards ils l'ont même pas crédité au générique, donc pas cool, voilà. Donc c'est un film, c'est à déterrer de très très loin, et voilà, meilleur film de cinéma, je sais pas, mais j'ai pas souvent l'occasion dans ma vie de caler ce film-là. Alors, c'est le moment, Karim. Tu as dit ça hier matin ou ce matin dans le groupe en mode le meilleur film de singe. Au début, j'ai commencé à me dire en vrai, est-ce que j'irais pas choper le meilleur de la planète des singes que j'ai préféré? Et là, l'épiphanie.
Max, mon révélation. amour. Et en plus, un film français, donc Max, mon amour, c'est vraiment le titre du film, réellement. Et alors, vraiment, si vous voulez vous régaler, il y a Fabrice Lucchini qui doit avoir, je sais pas, 25-30 ans. Je pense qu'il est plein de crack. Il parle, Ah, déjà. c'est tellement. Ah ouais. Et on a une Victoria Abril, là, ses débuts aussi, qui joue une femme de ménage choubrette avec de l'acné. C'est très dérangeant. Donc, en vrai, chez Clisto, si vous avez la foi, regardez le film. Vous avez le droit de m'insulter si je vous ai invité à regarder un truc vraiment pourri. Donc, Max, mon amour, sorti en 86 de Nagisa Oshima. Donc Max, mon amour, donc d'une parodie de théâtre de porte qui claque avec des singes, quoi. Mais Voilà, ouais, il y c'est- a vraiment ça, parce que c'est très, oui, je l'ai pas dit, mais c'est très vaudeville. C'est très, Oui, 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 oui. c'est vraiment ça, c'est vraiment Oui, ça, oui, les oui, c'est ça. porte-qui-claquent. Comment tu l'as pitché? En tout cas, je visualise. Je visualise. Alors après ça, Manu, qu'est-ce que tu vas utiliser pour battre Karim pour le meilleur film de singe? Dis-nous tout. Ah ouais, je vais vous refaire l'histoire que je vous ai fait en off, du coup, puisque c'est un film. C'est un film en plus qui est j'aurais pu en parler quand on a parlé de La planète des singes juste avant. Mais c'est un film qui pour moi n'existait pour personne d'autre que pour ma famille qui possédait la VHS, mais qui peut-être a été vu par d'autres gens, et qui est un film de 1987. Et quand j'ai demandé à ma sœur, vas-y, tu penses à quoi en film de singe? Et elle m'a dit Project X. Et du coup, Project X de Jonathan Kaplan. Et en fait, il y a un peu un rapport avec Marky Mark au début de La planète des singes, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'un pilote de l'Air Force qui va être puni et envoyé bosser sur un projet où il doit entraîner des singes sur des simulateurs de vol et où il va rencontrer du coup un singe qui a été vendu par un labo de recherche qui lui avait appris la langue des singes et tout et qui va se retrouver là. Ils vont se lier d'amitié et en fait l'idée c'est que les singes de ce programme au bout d'un moment ils sont tués parce que en fait, ils expérimentent pour savoir combien de temps en fait les pilotes pourraient survivre à des attaques nucléaires. Bah, ils irradient les singes pour voir combien de temps ils survivent et dans des conditions de vol et tout quoi. Yay. Donc le singe est condamné. Et du coup, c'est un film plutôt dark où l'idée ça va être pour Matthew Broderick qui est le jeune pilote d'aider les singes et de les libérer, de les aider à se sauver. Et je vous dis pas si ça marche. Oh putain, il laisse le suspense. Il laisse le Ah bah, suspense. C'est un Project X du coup avec Matthew Broderick. Écoutez, c'est des très beaux films de singes. Moi, en fait, je voulais faire un traquenard ce week-end, mais j'ai pas eu le Un temps. Mookie, toi, c'est sûr. Bah ouais, mais en fait, je l'ai pas eu le temps de le voir. On devait regarder ça ce week-end, mais on est tombé sur un truc et je vous reparlerai ça dans la recommandation. Et bah, on va passer aux recommandations culturelles pour le coup et on va commencer avec peut-être Karim qui voulait faire l'accent marseillais en recommandant quelque chose qui n'a pas du tout envie de prendre l'accent marseillais. Alors, je vais profiter, en fait, puisque non, j'ai la flemme de le faire. Oh, alors, non, non, je vais c'est une profiter. chute, c'est sûr. Tout le monde l'attend, donc c'est Ouais. forcément de la merde. Non, mais ça reviendra à un moment, peut-être naturellement. Non, je vais me refaire un kiff là pour parler d'un truc que j'aurais pas pensé parler dans Shitlist, mais à l'occasion des dernières saisons de Bleach, qui se dispose sur Disney+, de Thousand Blood Year War ou l'inverse, je vais vous parler de Bleach et ma recommandation ça va être Bleach. Pour ceux qui connaissent pas Bleach, promis j'arrête. C'est gros whip time, c'est fait partie voilà des légendes des années 2000, le fameux Big Three avec Naruto et One Piece. Alors c'est clairement le moins bien des trois, mais c'est mon préféré. Voilà, jugez-moi très fort. C'est un manga qui est extraordinaire, qui se fait, je crois, en 55-60 tomes. Donc je vous conseille vraiment d'aller lire. Et c'est un manga qui a en fait surtout un animé qui est un peu cas d'école en fait de ce qu'il faut pas faire quand t'adaptes des grosses licences qui sont stars dans le Jump. Et encore une fois, nos amis du studio Pierrot nous sorti un animé en fait qui comporte à peu près 47% de filler et qui a tué l'animé à tel point que ils ont arrêté la production avant que le manga soit terminé. Donc, autant vous dire que les aventures de Kurosaki Ichigo, jeune de 15 ans, qui devient un Shinigami, c'est-à-dire un dieu de la mort avec des gros sabres, et ça finit en grosses bastons, avec des gros sabres, et des transformations de gros sabres, et des sabres, et c'est vachement bien les sabres. On a attendu 10 ans avant que, vraiment, parce que ça arrêtait en 2012, à la fin d'un arc de transition, et ça a repris en 2022. Grosse hype. Ça méritait le temps, parce que là, sur le coup, tout est terminé, donc en fait, ils ont décidé de, je crois, séparer la totalité en 4 saisons, donc 4 arcs de la Grande Guerre. C'est vraiment tout ce qu'on attendait, c'est très très proche des dessins, c'est super bien rythmé, l'OST est vraiment très très bien, donc ça valait le coup d'attendre 10 piges pour mater ça. Ça fait plaisir de le voir en animé, parce que ça faisait 10 piges que j'avais envie de le voir en animé, parce que ça méritait, parce que Bleach, les gens qui aiment Bleach, c'est pas tellement pour ce que ça raconte, parce que c'est pas très ouf, mais c'est pour ce que ça montre, c'est toujours très très beau. Tite Kubo, c'est vraiment quelqu'un qui illustre très très bien.
Puis il a cette vibe très Nirvana, ainsi de suite. Il a un tracé qui lui est très très propre. Ses héros sont magnifiques. Voilà. Donc c'est dispo sur Disney Plus depuis 2022. Là, la dernière partie est finie. Il y a une autre qui devrait arriver. À l'occasion, sur Disney Plus, il y a aussi tous les Bleach. Et en vrai, je vous conseillerais pas de faire Bleach sur Disney Plus. Je vous conseillerais d'aller sur votre ami de téléchargement préféré, celui que vous voulez. Il existe des versions Kai qui vous prend tout le truc, qui vous le réduit, mais vraiment. Et là, ça devient super confortable à regarder parce que t'as pas tous les fillers qui viennent te pourrir l'expérience. Donc, si vous connaissez pas Bleach, eh ben, voilà, c'est un. Peut-être qu'un jour, je passerai les 20 premières pages du tome 1. Bravo, Parce si que j'ai t'arrives à le faire, l'époque. bravo. Parce que moi, je te ferai le oui en disant écoute, ce qu'il faut faire en fait, c'est que le premier arc, faut l'encaisser, et ensuite tu verras, t'arriveras à l'arc de la Non, mais société. surtout, Là, tu j'ai fais ouvert pas- le bouquin, j'ai commencé à lire, et c'était que des personnages qui se criaient dessus pour rien. Et j'ai fait, mais j'ai trop fatigué pour ça, en fait. Arrêtez cette violence. Arrêtez, je vous entends pas, je vous lis, mais je vous entends pas. J'ai arrêté, tu vois, de faire de la propagande et une espèce de prosélytisme sur Bleach. J'ai compris que c'était pas possible parce que c'est pas assez quali dans ce que ça propose en scénar. Genre Ichigo, c'est franchement des héros de shonen qu'on a connus à cette époque-là. Pour moi, c'est le moins intéressant. C'est vraiment un personnage fonction qui est très stylé. Vraiment, il est très très stylé, mais voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui vont faire plein de trucs sur Ichigo. Non, les gars, en vrai, c'est juste, c'est un héros de shonen, hein, c'est lui qui gagne à la fin. Et en plus, pour ceux qui ont fait le truc, il est tellement pété, il est plus pété que tous les. Scénaristiquement, bref, c'est Jésus. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Bleach, c'est Encore une bien. fois. Voilà. C'est Jésus, c'est ça la conclusion. Voilà, c'est pas mal. Ichigo, c'est Jésus. C'est voilà. Bah, écoute, Quelque part, c'est Jésus. Merci pour cette reco qui m'a donné envie de sortir mon plus beau Windows Movie Maker et mon titre préféré de Blink 182. Merci, ça fait plaisir. Oh non, Linkin Park, s'il te plaît. Bon, Linkin Park, ouais, In the End. Allez, c'est parti. Manu, de ton côté, la recommandation. Ouais, alors, j'ai passé ma semaine sur Baldur's Gate, du coup. Oui, comme J'ai pas fait grand chose d'autre, mais je vais pas encore recommander Baldur's Gate. Mais tous les lundis toutes les 2 semaines, j'ai une émission sur Twitch qui s'appelle Le Coin Lecture. Et du coup, j'étais obligé de lire un truc. Et comme dans le lore de Shitlist, il y a un peu d'anti-Alex Garland, j'ai lu du Alex Garland. Ah là 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 là. J'ai lu le coma de Alex Garland qui date de avant qu'il soit connu par nous la plèbe. Je pense qu'à l'époque, il y a les critiques littéraires et les vrais spécialistes de cinéma de l'époque, puisqu'il commençait déjà à être scénariste pour Danny Boyle. Enfin, Ouais. depuis un moment, parce qu'il est sorti en 2004. Et du coup, le coma, comme Civil War, comme Men, c'est pas subtil, ça parle d'un mec qui est dans le coma, après s'être fait agresser dans le métro. Et en fait, il va avoir l'impression de sortir du coma, recommencer à vivre sa vie, et en fait se rendre compte que c'est chelou parce que déjà il se souvient pas qui il est, il se souvient pas comment il va d'un endroit à un autre, et en fait peut-être qu'il est encore dans le coma. Et du coup après, ça se lit très vite, je l'ai lu en un peu moins de 2 heures, puisque c'est... oui, je l'ai pas dit, mais c'est partiellement illustré en fait par le papa d'Alex Garland. Ok. Et en fait, c'est, je sais pas, une quarantaine de chapitres de 2-3 pages, enfin de bouts de chapitres de 2-3 pages, une cinquantaine peut-être, avec des illustrations, donc ça se lit en 2 heures. Oh, ça sent le livre moins de 200 pages. Oh, ça fait plaisir. Ah oui, ça se lit, ça c'est fait moins de 200 pages De largement. la vraie littérature, La monsieur. belle, De la vraie la belle Le littérature. Golidec, moins de 200 pages. Et du coup, ça va être beaucoup de cette personne, de comment cette personne vit à l'intérieur de ce rêve forcé et dans lequel elle est semi-consciente puisqu'elle se rend compte qu'elle est dans un rêve, mais du coup, elle vit une réalité vu qu'il est amnésique, il vit une réalité qui est construite que de ce qui l'entoure ou de ce qu'il a ou de ce dont il arrive à se souvenir, et du coup, c'est très peu. Et du coup, il se crée cette réalité, mais sans savoir vraiment la cohérence vis-à-vis de la vraie réalité, et s'installe une réflexion sur la vie, la mort, puisque s'il se réveille, du coup, cette vie-là s'arrête et il reprend une autre vie. Je vous spoil pas, encore une fois, de s'il se réveille ou pas, mais très intéressant dans le style, en fait. Alors après, comme je dis, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de twist, n'allez pas chercher de twist ou autre, hein, c'est vraiment juste un exercice de style. Et du coup, troisième reco, mais lié, c'est que du coup, mon émission du collecteur, la semaine prochaine, je la ferai au festival l'Ouest Hurlant à Rennes, si jamais vous voulez. Si jamais vous dites disponible, c'est samedi, dimanche. Moi, j'y serai au moins le dimanche. Et du coup, je serai sur la scène Twitch de 15h à 16h pour un coin lecture. Alors, du coup, ce sera trop tard si vous n'êtes pas patriote ou Oui. pas sur le live. Mais au moins, vous avez l'info. Au moins, tu penses que je peux aller en grand, il y a une centaine de personnes qui seront au courant. Donc, si vous êtes sur Rennes, allez-y. De toute façon, tu fais le relais sur les réseaux sociaux de ton côté, j'imagine. Bien sûr.
Voilà, donc on relèvera aussi pour le coin lecture Westurland. Voilà, moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pu regarder Mookie ce week-end, ce qui m'a absolument désespéré. C'est on est tombé à la maison sur une mini-série sur Netflix, une bonne mini-série, peut-être une des meilleures. Si ça se trouve, on ne sait pas. C'est Mon Petit Renne 2 et avec Richard Gad. Je sais pas si vous en avez entendu parler parce que ça a fait grand bruit cette série. Donc c'est une mini-série de 7 épisodes de 35 minutes et qui parle en fait, qui est basée sur le one-man show en fait de Richard Gad. Donc il joue son propre rôle. Et en fait c'est un one-man show qui avait été écrit suite à une expérience de harcèlement qu'il avait vécu avec une femme beaucoup plus âgée et qui l'harcelait par mail, par texto. Absolument ma boule, mais en fait ce qui est assez intéressant, donc il y a cette histoire là d'harcèlement, mais par cet harcèlement, par ce choc là en fait qu'il est en train de vivre, ce trauma, enfin cette expérience douloureuse, il se remet en question sur lui-même en fait. Il se dit pourquoi moi-même je suis en train de maintenir cette espèce de relation d'harcèlement, et pour le coup en fait il y a une espèce de psychanalyse sur son passé, sur comment il vit les choses, quelle est l'expérience traumatique qui l'ont poussé justement à faire ce genre de conneries, à se comporter en fait de façon peut-être presque complaisante en fait avec son harceleuse quoi. Donc c'est vraiment super bien, c'est super bien écrit, très bien joué, plutôt bien réalisé pour quelque chose de Netflix, parce que généralement il y a quand même une prod, on va dire une patte artistique qui est un peu généralisée sur les prods Netflix, donc presque du post-modernisme. Ça dépend du budget, mais là ça va, je pense que le budget est quand même très bien amorcé par rapport aux espèces de drames un peu métaphysique, pas métaphysique, mais je dirais trame personnelle en fait qu'on est en train de regarder en fait à l'écran. Et puis ça a la décence entre guillemets de te raconter quelque chose et en le découpant très bien. C'est-à-dire cet épisode 35 minutes, je trouve que c'est un format pour une histoire, une mini-série qui est très bonne en fait. Donc c'est très bien rythmé. Tu te fais jamais chier et c'était vraiment porté par le truc parce que le casting est vraiment très bon. On a Navamo, très bonne actrice. Enfin, il y a plein de personnes comme ça où tu te dis waouh, c'est très très bien. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très personnel quoi. Donc pour le coup, on vit des choses qui sont vraiment assez dures en fait dans cette série. Donc, mais en tout cas, c'était vraiment une très bonne surprise pour le coup. Donc c'est Mon Petit Renne sur Netflix et on va pouvoir finir l'émission. Merci Manu, merci Karim, merci le chat d'être resté jusqu'au bout, merci de nous avoir écouté jusqu'au bout. Alors petit programme, donc là le début de la fin, on sort Ugly Betty, donc qui est déjà sorti mais que vous pouvez écouter. Il y avoir l'hors-série sur le début de la fin qu'on va faire, nos premiers numéros hors-série officiels, qui est sur la série Fallout, justement l'adaptation du jeu vidéo. On va faire aussi, alors là je voulais parler justement, il y a le contenu shitlist qui se diversifie on va dire, puisqu'on a Marvin qui est un auteur. Je vous rappelle, qui écrit des choses et qui est sans rédaction fixe actuellement et qui donc écrit sur le Patreon. Il a sorti le premier article qui est sur la carrière de Joseph Kahn, le grand réalisateur de Torquay, La Route sans flamme. Voilà, donc c'est un papier qui est exclusif justement à nos patriotes. Et aussi, on aura un épisode bonus qui va débarquer cette semaine. Ce sera entre moi et Marvin justement un podcast bonus sur la série Shogun, notre retour sur cette série magnifique avec une très bonne fin, vraiment ça a été une très bonne série de bout en bout, pas de mauvaise surprise parce que c'est vrai qu'on a vu cette malédiction de dire il y a cette série qui a commencé qui est vachement bien et qui se finit voilà, vous savez, voilà donc non c'était une très bonne série et vous aurez un épisode dessus, un recap et voilà, c'est assez intéressant à parler de cette série parce qu'elle a vraiment quelque chose de particulier en fait dans la façon dont elle décrit les choses et dans la façon dont elle respecte quasiment religieusement en fait la culture japonaise quoi. C'est assez fort. Voilà donc soutenez-nous sur Patreon, le forfait 3€ chez Shitlist Prime pour avoir l'épisode en avance sans coupure, le forfait à 5€ chez Shitlist Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance et les contenus exclusifs. Alors les papiers qu'on écrira, parce qu'il n'y aura pas que Marvin, il y aura d'autres personnes qui voudront, voilà, dès qu'il y aura quelqu'un qui veut écrire, il publiera sur le Patreon différents sujets, c'est films, jeux vidéo, séries, ça peut être tout. Ce sera disponible à partir du forfait Shitlist Prime, donc 3€ par mois. On remercie notre nouveau donateur cette semaine, FWDDD, qui a rejoint la famille Shitlist Prime. Et bien sûr, le forfait à 10€, le Hall of Fame, donc qui permet d'avoir le sticker et tous les bonus cités. Et ce remerciement éternel. Alors, on remercie Sebnatch, Willy Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer et The Griff Keeper. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi, exceptionnellement, en live, mais toujours lundi, voilà, sur vos applis de podcast. On fait Gods of Egypt avec Marvin et Stéphane Boulet
en invité, voilà, du grand cinéma. Ça fait plaisir de parler d'Alex Proyas dans ce qu'il a fait de mieux. shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord également. Vous pouvez balancer vos meilleurs takes. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. Et on n'oublie pas également de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et toutes vos applis de podcast. Effectivement, ça nous fait plaisir, ça nous met du baume au cœur. Voilà. Et n'hésitez pas du coup à écouter aussi les autres podcasts. Le coin pop, le coin lecture, le début de la fin, les archives. Rewind, Noobs, toutes les bordels comme ça qu'on a sortis comme ça, qui étaient absolument nuls. Mais incroyable quand même, tout de même. C'est pas vrai, c'était pas Ah nul. non, mais c'était, il y avait ce côté frais. C'était une autre époque, mais il y avait ce côté frais qu'on a perdu. Mais il y avait ce côté, voilà, il y avait ce côté roots qu'on a perdu dans cette émission. Cet esprit de bon enfant, il n'y a plus rien, de toute façon, ici. Que de l'argent, que de fame. Un jour, si on n'a plus d'idées, on pourra faire Shitlist Archives où on écoute nos anciens épisodes dans les commentaires. On se chronique. Mais non, mais alors ça les gars, ça c'est des idées pour les live Twitch cet été. Si on veut faire des live Twitch à la con, ça cet été c'est incroyable. Ah ouais, alors ça c'est fou, ça c'est incroyable, très très bien. Et ben écoutez, on se dit à la semaine prochaine et salut à tous, ciao. Salut. Ciao tout le monde. C'est copyrighté. Copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.